Bonjour, bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Cécile Binsard, responsable du Hub, et nous sommes ravis avec Patricia et toute l'équipe de la Banque des Territoires de vous accueillir en ligne pour ce regard croisé consacré à la publication des résultats du baromètre LegalTech 2021, un partenariat Madines, Wolters Kluwer et Banque des Territoires. Nous sommes ravis également de vous accueillir, profession juridique, pour ce premier événement au Hub. Tout d'abord, quelques mots sur le Hub des Territoires. C'est un espace à la fois physique et digital, tourné vers vous, territoire, profession juridique, également collectivités et bailleurs, et plus largement partenaires et acteurs de l'écosystème, aussi bien privés que publics. Notre mission, c'est d'inspirer et de concrétiser les réussites territoriales et de nous rassembler comme ce matin, même à distance et malgré les conditions sanitaires. Le Hub, c'est une programmation riche, faite de conférences, d'ateliers, de rendez-vous business. Et nous vous invitons à consulter notre espace sur Internet, consulter notre agenda et vous inscrire à notre lettre d'actualité pour connaître tous les prochains événements. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Patricia Avy qui va animer ce petit déjeuner. Bonjour à tous, je suis Patricia Avy, chef de marché profession juridique à la Banque des Territoires et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier événement à destination des professions juridiques et de leur écosystème au Hub. Donc nous allons découvrir dans quelques instants les résultats de la 5e édition du baromètre LegalTech Madines Wolters Kluwer auquel la Banque des Territoires s'est associée cette année. Vous le savez, la Banque des Territoires vous accompagne au quotidien dans vos projets professionnels et dans la digitalisation de vos études. Et donc, vous aider à décrypter cet univers des LegalTech et vous accompagner dans l'adoption de nouveaux usages digitaux, c'est au cœur de notre ambition. Comme Cécile l'a rappelé, le Hub, c'est aussi un espace d'échange. Et donc, à l'issue des résultats du baromètre, nous évoquerons avec nos invités la labellisation des solutions digitales. Sans plus attendre, j'invite à me rejoindre Gaëlle Marot-Desgrottes, qui est directrice d'influence chez Elliott et Marcus, et Géraldine Russel, rédactrice en chef adjointe chez Madines, pour la présentation des résultats du baromètre. Bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et il y aura plusieurs séquences au cours de cet événement pour que nos invités y répondent. Merci. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin pour vous présenter cette 5e édition du baromètre des LegalTech françaises. Effectivement, ça fait 5 ans qu'on porte ce baromètre avec Gaëlle. Ça nous donne un petit peu de recul par rapport à cette vague de start-up qui finalement est venue disrupter, comme elles disent, le monde du droit après avoir également bousculé le monde de la finance, du marketing, de l'alimentation par exemple aussi. Donc effectivement, on commence à avoir un petit peu de recul et c'est ce qu'on verra dans les résultats de ce baromètre aussi. Les entreprises ont acquis une certaine maturité dans ce domaine-là. On commence à voir émerger de grandes tendances durables et puis potentiellement quelques géants. Voilà, en fait, on arrive en 5 ans, on voit qu'on en est à la 3e phase, la phase de création 2016, 2017, 2018, une phase de consolidation autour de quelques acteurs dans les années suivantes. Et cette année, on commence à avoir des KPI vraiment solides qui nous donnent confiance dans la croissance de ce secteur. Donc, on va envisager plusieurs points. La première, c'est qu'on observe qu'il y a davantage de levées de fonds et que surtout la crise a non seulement été un accélérateur, mais a aussi consolidé les situations en permettant aux LegalTech d'avoir davantage de clients. On ne va pas revenir sur ce point. Sur les levées de fonds, Géraldine. Alors tout à fait, après une année 2020 qui avait été marquée par la crise, pas tant en termes d'activité des LegalTech, puisque la crise, les confinements successifs avaient dopé les besoins de digitalisation des acteurs. Donc finalement, les startups
avaient plutôt bien fonctionné, les startups Legal Tech, pendant cette année-là. En revanche, les investisseurs, forcément, avaient été un petit peu échaudés par la crise et donc les levées de fonds étaient drastiquement tombées l'année dernière. Cette année, le secteur a renoué avec son habitude finalement de dépasser chaque année le record de l'année précédente. Donc en 2021, avec presque 58 millions d'euros levés, 57,8 pour être très précise, effectivement c'est à nouveau un record historique que les Legal Tech n'avaient jamais atteint auparavant. C'est plutôt rassurant de voir qu'après la crise, les investisseurs sont de retour dans ce secteur-là. Et il y a un indicateur qu'on suit particulièrement, c'est la médiane. Cette année, elle était en 2019 de 2 millions, donc on retourne vers une médiane à peu près similaire de 1,8 million. Et pour nous, c'est un chiffre important parce que c'est important aussi qu'il y ait des levées de fonds qui soient significatives. Voilà. Et effectivement, on voit qu'il y a deux acteurs, YouSign et YouSmundi, qui ont levé plus de 5 millions d'euros. C'est un palier important. Les années précédentes, on n'avait pas des levées forcément de cette ampleur-là. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant de voir que même s'il y a, et c'est le cas quasiment toutes les années, une boîte qui va tirer la médiane et la moyenne vers le haut, c'est quand même intéressant de voir qu'on n'est pas non plus sur quelques acteurs qui vont complètement phagocyter le secteur. Il y a eu plus d'une quinzaine de levées de fonds cette année et pour autant la médiane retrouve un niveau quasiment qui était celui d'avant-crise. Donc c'est rassurant pour l'ensemble des acteurs et pas seulement pour quelques happy few. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la Legal Tech qui lève le plus chaque année lève de plus en plus. On était à 12 millions, 18 millions et cette année, on est à 30 millions. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui est important. Qui sont les clients des Legal Tech? Eh bien, sans surprise, en premier, ce sont bien évidemment les entreprises et particulièrement les PME, les TPE-PME. Mais on observe cette année une réorientation des solutions Legal Tech vers les professionnels du droit, puisque les clients parmi les avocats, les notaires ou les huissiers, c'est-à-dire que les Legal Tech qui sont créés pour ces professions sont en puissante augmentation. Vous voyez les chiffres, 148% pour les avocats, 275% pour les notaires et 604% pour les huissiers. Voilà. Là aussi, c'est intéressant, on en parlait en introduction, le fait que les professions juridiques structurent, maillent l'ensemble du territoire. C'est important, les TPE, PME, c'est plus de 95% du tissu entrepreneurial français. Donc, on peut voir aussi que le marché auquel s'adressent les Legal Tech est immense, qu'il y a donc encore une marge de progression pour ces entreprises en termes d'activité qui est très importante. Et effectivement, c'est là aussi très important pour elles d'arriver à toucher ce marché-là. Elles commencent à le faire, elles savent à qui elles s'adressent, elles sont en lien au quotidien avec les entrepreneurs et les entreprises. Donc, dans les années à venir, on devrait voir effectivement ce marché se développer de manière exponentielle. On vous a mis un peu la cartographie des différents secteurs dans lesquels les Legal Tech se trouvent. Alors, on a distingué start-up et solutions parce qu'avec Géraldine, on a une conception assez stricte de la start-up qui est la jeune entreprise innovante de moins de 8 ans. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui créent aussi des solutions Legal Tech, donc on a fait ce choix de distinguer les deux. Voilà. Et le principal secteur dans lequel il y a des solutions Legal Tech, c'est dans la digitalisation des processus métiers. Et après, traditionnellement, c'est la création d'actes et la création et la gestion d'entreprises qui sont les services les plus demandés. C'est intéressant d'observer effectivement cette tendance-là parce que les premières années du baromètre, qui étaient aussi les premières années vraiment d'essor des Legal Tech, on voyait beaucoup, notamment dans les médias, et c'est normal, des solutions B2C qui s'adressaient plutôt directement aux contribuables, aux consommateurs, mais finalement, comme dans de nombreux autres secteurs, je pense notamment à la finance, ça a été le cas aussi. Aujourd'hui, on voit que le véritable levier d'activité, levier pour pouvoir générer du chiffre d'affaires, des bénéfices, ça va être de s'adresser aux entreprises. Et ça, les Legal Tech l'ont bien compris. Finalement, il y a quelques acteurs qui ont vraiment émergé
sur l'activité B2C, mais là aussi, on sait que ce sont des marchés où le coût d'acquisition des clients est très élevé. Il ne peut pas y avoir 5, 6, 10 startups qui vont émerger sur ces marchés-là. Certaines startups ont déjà commencé à bien consolider leurs arrières et à mettre des barrières à l'entrée finalement sur ces marchés-là. Il reste donc tous les marchés, et ils sont nombreux, vous le voyez, il y en a un certain nombre, qui s'adressent directement aux entreprises et où là, effectivement, on a de nouveau cette phase d'émergence d'une kyrielle d'acteurs et potentiellement dans les années à venir, peut-être un phénomène de consolidation qui devrait arriver. Voilà. Si on s'attache un peu aux perspectives de croissance, ce qui était pour nous un indicateur important cette année, donc on a pris plusieurs catégories d'indicateurs, que ce soit la masse salariale, le chiffre d'affaires, la croissance annuelle ou le recrutement, ils sont tous nettement au vert. Alors, masse salariale, on observe une hausse de 133% des entreprises de plus de 50 salariés, ce qui est pour nous important parce qu'on a quand même une part importante des legal tech qui ont peu ou pas de salariés, mais cette part diminue chaque année. Donc, on voit, chaque année, on pose une question sur les intentions de recrutement dans les prochains mois. L'année dernière, c'était de 77%. Cette année, on est à 86%. Donc, on voit bien que la perspective est intéressante. On vérifie effectivement, puisque c'est assez facile, notamment avant crise, d'une crise que personne n'avait vu venir, de témoigner qu'on va massivement recruter. Mais est-ce que les années suivantes, les entreprises ont vraiment embauché? Parfois, c'est un petit peu compliqué de le savoir. Ici, on voit que quand on suit les entreprises qui disaient vouloir recruter un certain nombre de personnes, les années d'après, effectivement, on les retrouve dans les catégories supérieures en termes de masse salariale. Donc, effectivement, elles concrétisent ces envies d'embauche. C'est important à deux égards. D'une part, parce que ça veut dire que les entreprises ont suffisamment de cash pour pouvoir couvrir ces recrutements. Donc, c'est un indicateur très positif. D'autre part, on le sait, on va en parler, un des problèmes des startups, pas seulement des legal tech à l'heure actuelle, c'est le vivier de talents disponibles. Ce qui veut dire aussi que les legal tech trouvent des talents et arrivent à les attirer, ce qui est important. Il y a d'autres secteurs qui lèvent des centaines de millions. On pourrait croire qu'effectivement, elles vont drainer la quasi-intégralité finalement des talents sur le marché. C'est pas le cas. Les legal tech arrivent parfaitement à trouver les talents dont elles ont besoin pour croître. Là aussi, c'est très rassurant. Voilà, et on observe la même courbe en fait côté chiffre d'affaires, puisque la part des entreprises qui génèrent moins de 1 million de chiffre d'affaires diminue et les tranches au-dessus augmentent, puisque celles générant entre 5 et 30 millions ont plus que doublé, et puis plus que presque triplé pour celles entre 10 et 30 millions. Voilà. Le seul bémol finalement qu'on pourrait mettre sur ces deux indicateurs, c'est que on a encore très peu d'entreprises qui comptent plus d'une centaine de salariés. Vous voyez 2%. Contrairement à d'autres secteurs, là aussi, si on prend par exemple la finance, on commence à voir émerger toute une batterie de startups à plusieurs centaines de salariés qui vont vraiment faire figure de proue finalement du secteur. C'est pas encore le cas dans la legal tech. Et en corrélation avec ça, effectivement, on n'a pas d'entreprise du tout qui a témoigné du fait qu'elle aurait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça aussi, c'est un indicateur qu'on suivra dans les années à venir. On espère bien en trouver quelques-unes qui passeront dans ces cases-là, on va dire, les années suivantes. Mais effectivement, par rapport à d'autres secteurs où c'est déjà quasi, je ne vais pas dire la norme, mais en tout cas où on a plusieurs entreprises qui se classent dans ces cases-là, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui pour la legal tech. Et ce qui est intéressant, c'est côté croissance annuelle aussi, on observe que la vague des legal tech qui s'est créée en 2016-2017 reste à 100% de croissance. D'accord. On en a qui sont à 300% de croissance, mais ce sont celles qui se sont créées cette année, en fait. Donc là, on voit qu'elles ont une courbe intéressante. Mais voilà, c'est encore ce système de consolidation. Il y a entre 5 et 10 legal tech qui vraiment tirent tous les KPI vers le haut. Et celles-là, elles sont en croissance continue.
Alors, on observe aussi que ces legal tech, elles sont assez bien réparties en France. Et Géraldine nous le dira aussi, mais c'est assez conforme à ce qui se passe toute autre legal tech confondue, avec à peu près 2 tiers qui sont à Paris. Mais on observe aussi une répartition un peu partout en France. Donc, les 2 principaux pôles, c'est Paris et Lyon. Mais on a aussi un pôle dans le sud, autour d'Aix-en-Provence, Montpellier, autour de Bordeaux, dans le centre. Enfin, vraiment, on a un maillage assez étendu. Tout à fait, et ça c'est assez spécifique finalement à la Legal Tech. Dans d'autres secteurs, on voit vraiment des pôles de compétitivité finalement émerger avec tout un maillage en termes de structures d'accompagnement, par exemple, qui vont être très localisées. En matière de Legal Tech, c'est pas le cas. Il y en a vraiment sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est là aussi, ça fait écho finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, au fait que les Legal Tech s'adressent notamment aux TPE-PME qui se trouvent partout sur le territoire. Mais du coup, c'est rassurant aussi de voir que ces entreprises peuvent émerger partout sur le territoire pour pouvoir s'adresser finalement à leurs clients où qu'ils soient, même si évidemment le pôle parisien reste hyper dynamique, c'est le cas dans de nombreux secteurs. Ça reflète finalement aussi une tendance de l'écosystème à être très centralisé. Les entreprises, à un moment donné, quand bien même elles auraient émergé, par exemple, sur le territoire, elles vont parfois déplacer leur bureau et souvent leur siège social à Paris pour pouvoir se rapprocher notamment des investisseurs et donc pouvoir se donner des relais de croissance et la possibilité de grandir. Voilà, exception peut-être pour YouSign, justement, qui a levé le plus cette année et qui est à Caen et qui vient d'annoncer une vague de recrutement de plus de 100 personnes. Voilà, donc on voit bien l'importance pour les territoires. Le Made in France s'exporte. Alors ça, c'est un indicateur qu'on a regardé cette année, donc on n'aura pas d'éléments de comparaison avec les années précédentes. Mais on observe qu'on a quand même un petit maillon qui a déjà un bureau à l'étranger, sur une répartition d'offres de services assez différentes, avec des clients aussi en Afrique, en Amérique du Nord, certains en Amérique du Sud, mais en revanche très peu en Asie. Tout à fait. Là aussi, c'est quand même intéressant de voir que les Legal Tech pensent évidemment au territoire français. C'est normal, c'est le marché domestique. Mais pour un certain nombre d'entre elles, on parlera peut-être des petits bémols juste après, elles n'hésitent pas non plus à se projeter véritablement à l'international. C'est important parce que même si le marché français n'est pas encore entièrement couvert par les Legal Tech, si elles veulent avoir à la fois des relais de croissance puissants et très rapides, mais aussi si à un moment donné on veut mettre des barrières à l'entrée en Europe pour ne pas voir arriver des géants étrangers et notamment non européens sur nos marchés ou sur les marchés étrangers, effectivement, c'est important aussi pour les Legal Tech françaises d'arriver à constituer leur marque, constituer finalement leur réseau de clients très rapidement à l'international, pour pas voir ces marchés-là purement et simplement leur échapper au moment où elles estimeraient qu'elles sont suffisamment puissantes pour aller à l'étranger. Donc ça, effectivement, on voit que l'Europe reste forcément leur destination première. Mais il y en a quand même 16% qui ont des clients en Afrique, par exemple, qui est vraiment la deuxième destination privilégiée des Legal Tech. On verra comment ça évolue dans les années à venir, mais là aussi, c'est plutôt un bon signal pour l'économie française de voir qu'on arrive à exporter des solutions aussi stratégiques que des solutions Legal Tech. Après, avec un bémol, justement, parce qu'il y en a quand même 57% qui n'iront jamais hors de France exporter leurs solutions. C'est quand même un chiffre qui est un peu trop important par rapport à d'autres secteurs. Et là aussi, ce serait intéressant de le suivre dans les années à venir, parce que peut-être que ceux qui disent aujourd'hui, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, changeront d'avis dans les années à venir en fonction des opportunités. On sait comment sont les entrepreneurs. Et sur le côté recrutement de profils étrangers, là aussi, ça a été une bonne surprise de cette édition. C'est qu'on a vu que quand même un tiers avait réussi à recruter des talents à l'étranger avec les dispositifs que la France a mis en place. C'est assez peu par rapport à d'autres secteurs, mais c'est un bon début. Il faut bien commencer quelque part. Là aussi, en termes d'attractivité, ça dit beaucoup de choses, puisque ça veut dire aussi que les Legal Tech se structurent dans l'optique de partir à l'étranger. Souvent, on recrute des locaux ou des personnes qui connaissent bien
ces marchés-là pour pouvoir attaquer plus rapidement les marchés étrangers. Et ça veut dire aussi que les Legal Tech arrivent à attirer ces talents, à leur offrir finalement une aventure entrepreneuriale suffisamment intéressante pour que ces talents-là n'aillent pas dans des startups fintech ou même des startups étrangères. Donc là aussi, un très bon point pour les Legal Tech françaises. Et pourquoi est-ce qu'on a mis justement ce chiffre sur la même slide? C'est qu'on s'aperçoit que celles qui arrivent à aller sur des marchés étrangers ont déjà des équipes internationales. Ça, c'est un point important. Dès le début, ou alors elles les ont consolidées dans une seconde étape. Alors, les labels. Ça, c'est un indicateur qu'on suit aussi un peu. Il existe quand même assez peu de labels sur le marché, hormis tout ce qui est normalisation ISO. Et là, il y a certaines legal tech qui ont été sur ce marché, mais assez peu quand même, parce que c'est quand même très exigeant. Dans les labels qu'on a identifiés, il y avait le label French Tech, il y avait le label éthique du CSN, et puis il y a le label Certilis du ministère de la Justice pour les plateformes de médiation. Mais là, j'ai posé la question au ministère, j'ai jamais eu de réponse, donc je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait eu ne serait-ce qu'une demande de labellisation. Effectivement, c'est quelque chose qui nous a étonnés, il faut bien le dire, pour un secteur aussi réglementé que celui du droit. Non seulement le fait que les startups ne soient pas, pour une grande majorité, labellisées, mais surtout le fait qu'il y en a quand même quasiment un tiers de celles qui ne sont pas labellisées, qui estiment que ça ne les aiderait pas, finalement, en termes de marché, en termes d'activité. Alors, là aussi, on peut se dire que c'est parce que leurs clients, finalement, n'y prêtent pas beaucoup attention, peut-être, mais là aussi, notamment dans une démarche d'aller à l'international, d'être plus puissant sur leur marché, on peut craindre que finalement, au moment où elles se rendent compte qu'elles auront besoin de ce label-là, ça sera forcément un petit peu plus long pour l'obtenir et que ça puisse être un frein à ce moment-là à leur développement. Donc effectivement, ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un vrai levier d'amélioration. Il y a une marge là-dessus dans le secteur, notamment par rapport à d'autres secteurs. Là aussi, je vais reprendre l'exemple de la finance, mais où parfois, il faut une certification, un label pour pouvoir ne serait-ce que commencer l'activité, mais ce qui finalement crée des barrières à l'entrée aussi sur certains marchés. Voilà, mais je pense que ce qu'on peut souligner aussi, c'est que les legal tech ont déjà dû tellement évangéliser leur marché, d'accord, pour en avoir que serait-ce que des clients, que je pense que ça a été une étape stratégique pour elles, et que là, il faut qu'elles comprennent qu'il faut passer dans la phase 2, justement, créer, avoir un dispositif de confiance pour leurs clients. On verra l'année prochaine, on a bon espoir que ça progresse. Et c'est aussi là où on verra finalement comment le marché réagit. Est-ce que ce sont les solutions et les startups certifiées qui vont pouvoir véritablement émerger et connaître un essor plus certain que celles qui ne sont pas certifiées? On vérifiera évidemment ça dans les prochaines éditions. Et voilà pour la 6e édition du baromètre. Merci beaucoup, mesdames. Je vous propose qu'on passe aux questions. Géraldine, Gaël, merci pour cette présentation. Une première question sur le Made in France. Vous avez indiqué tout à l'heure que le Made in France s'exportait. A contrario, est-ce que vous disposez d'éléments sur l'arrivée de Legal Tech étrangères sur le sol français ? Alors, pas dans le cadre du baromètre. Effectivement, on ne s'intéresse qu'aux entreprises qui ont leur siège social en France. En revanche, ce qu'on voit dans le cadre du baromètre, c'est que des acteurs étrangers essayent de se référencer dans le baromètre. On voit que ça commence à venir. Je pense que c'est important, effectivement, dans un marché qui est celui du droit, où effectivement on parlait de confiance, que ce soit pour les entreprises clientes ou pour le grand public qui est client des solutions Legal Tech, et qui préfèrent s'adresser à des acteurs français auxquels ils font un peu plus confiance. Mais donc c'est pour ça aussi qu'on voit des acteurs étrangers parfois essayer de se référencer comme des startups françaises, parce que ça leur permet finalement de mieux toucher ce marché-là. En revanche, ce qu'on voit arriver, c'est des fonds d'investissement étrangers. Et ça, c'est un nouvel indicateur de cette année. Tout à fait, notamment dans la levée de fonds de YouSign, qui est la plus grosse levée de fonds cette année, qui a été menée par un fonds d'investissement étranger. C'est le cas dans beaucoup de secteurs, mais là aussi, pour un marché très complexe, très réglementé, voir que des fonds d'investissement européens
et parfois même américains s'y intéressent. C'est en plus des marchés qui sont très dynamiques, notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni. Donc effectivement, voir que ces fonds-là estiment que les startups françaises sont suffisamment attractives pour mettre des billes dans ces entreprises-là, c'est plutôt un indicateur positif. Il faudra voir après en termes d'indépendance et de majorité au capital, mais pour l'instant, les indicateurs qu'on a ne menacent pas du tout le fait que les entreprises restent garantes de leur capital. Voilà, et on a exporté les résultats du baromètre hors des frontières françaises et européennes, et l'année prochaine, il faudra le traduire en anglais, parce que c'est plus facile, ce sera la prochaine étape. Une seconde question sur la localisation des Legal Tech. On l'a vu, on a une part assez importante qui est localisée en Île-de-France. Et paradoxalement, ailleurs aussi, on voit qu'il y a des Legal Tech qui sont situés partout dans le territoire français. Est-ce que c'est vraiment une spécificité propre aux Legal Tech, ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs, je pense au FinTech, je pense à la SurTech, où on retrouve un peu ce même découpage, ou c'est vraiment spécifique aux Legal Tech? Alors, c'est assez spécifique aux Legal Tech, pas le fait qu'elles soient partout. Dans tous les secteurs, on voit des entreprises se créer un petit peu partout sur le territoire, mais le fait que finalement, en dehors de Paris, et à l'exception notable quand même de la région lyonnaise, on n'est pas ne serait-ce que 2 ou 3 pôles, on va dire, qui concentrent, qui cristallisent véritablement un écosystème Legal Tech avec du coup des entreprises qui se créent, mais aussi des structures très spécifiquement dédiées au Legal Tech, des fonds d'investissement par exemple très spécifiquement dédiés au Legal Tech. Ça par exemple par rapport à la SurTech où il y a vraiment un pôle qui a suivi celui des assureurs du côté de Niort, mais aussi les FinTech où là on a carrément plusieurs pôles autour de Bordeaux par exemple, à Lyon évidemment, mais aussi du côté de Lille avec des structures qui leur sont dédiées. On voit émerger plusieurs pôles sur le territoire qui concentrent par exemple autour de entre 5 et 10% à peu près des entreprises. Et ça, c'est pas le cas pour les Legal Tech. Une dernière question sur les partenariats. On l'a vu aujourd'hui dans le baromètre, les partenariats se développent. Est-ce que finalement, les partenariats avec les grands groupes, est-ce qu'ils sont indépendants de la taille des Legal Tech, ou est-ce que finalement, ils bénéficient surtout aux Legal Tech les plus importantes? Non, je pense que c'est vraiment tout ce type de Legal Tech confondu, et que ce soit les Legal Tech pour les avocats, pour les notaires ou pour autres. C'est vraiment le réseau premier des créateurs de Legal Tech. C'est ce qu'on voit dans les partenariats, parce qu'on commence à bien les connaître depuis 5 ans. Et après, non, c'est vraiment toute structure confondue. Et tout âge de création confondu aussi. Et pour cause, parce que un des indicateurs dont on n'a pas parlé, mais qu'on a aussi dans le baromètre cette année, c'est les tentatives de rapprochement entre des grands groupes et des Legal Tech. Souvent, ça commence par des partenariats commerciaux, très classiquement. Mais on voit de plus en plus des Legal Tech qui nous disent être approchés par des grands groupes pour être rachetés par des grands groupes. Or, il faut quand même savoir que dans le marché français à l'heure actuelle, les corporates sont assez frileux pour racheter des startups, et que donc elles se concentrent y compris sur des entreprises très jeunes, parce qu'en termes de valorisation, c'est aussi là que les entreprises sont les plus accessibles, alors qu'une fois qu'elles ont décollé, souvent c'est un peu la pierre d'achoppement au moment des négociations ou des discussions, quand on ne peut pas forcément encore parler de négociations entre les grands groupes et les startups, parce que la valorisation est trop élevée pour qu'un corporate envisage de racheter ces boîtes-là. Mais le marché du rachat de Legal Tech est assez actif, particulièrement depuis le début de l'année dernière, et je pense que l'année prochaine, il y aura quelques annonces également. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Je vous propose maintenant que nous zoomions sur la labellisation, puisque vous l'avez évoqué à la fin de votre baromètre. C'est un enjeu pour les Legal Tech. J'invite pour cela à me rejoindre Christian Revelli, qui est directeur du numérique et des systèmes d'information du Conseil supérieur du notariat, Julien Letourneux, CEO de Foxnote, Cyril Giraud, CEO de NotiPlus, et Alexandre Brouillou, directeur marketing et développement à la direction des clientèles bancaires de la Banque des Territoires. Alors, je vous invite, messieurs,
aux gestes barrières. Qui va bien. Voilà, je vous en prie. Un petit coup de lingette sur le micro. Christian Révelli, on va commencer avec vous. Oui. Le Conseil supérieur du notariat a engagé une démarche de labellisation. Pourquoi avoir initié cette démarche? Oui, eh bien, j'espère que vous m'entendez. Oui, parfait. Eh bien, déjà, le Conseil supérieur a lancé une démarche de labellisation, pas uniquement sur les legal tech, mais sur les legal tech et sur les sous-traitants. Cette démarche a un caractère, en fait, est destinée à avoir un caractère rassurant pour le notaire, puisque c'est lui qui, au final, est le destinataire et le bénéficiaire de ces activités. C'est une démarche qui est volontariste de la part de l'entreprise qui se veut labelliser, et elle s'inscrit aussi dans la volonté et dans la convention entre l'État et le Conseil supérieur du notariat. Voilà, donc c'est la démarche aujourd'hui qui est de labelliser des legal tech et des sous-traitants de manière à donner une image extrêmement rassurante au niveau du notaire. Votre label s'appelle Éthique. Nos précédentes intervenantes en ont parlé. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous le présenter? Oui, eh bien, donc ce label s'adresse aux sociétés de prestation de services et aux legal tech. Elle permet donc ce label mesure en fait un niveau de conformité de l'entreprise et non pas d'un produit par rapport aux critères de sélection qu'a instauré le Conseil supérieur du notariat. Elle porte donc sur une entité complète, un référentiel qui est propriétaire. Elle suit dans les critères d'évaluation et d'attribution un certain nombre de références à la fois éthiques et déontologiques. On mesure la rigueur opérationnelle et si l'entreprise s'inscrit dans les valeurs du notariat. Ce label, lorsqu'il est attribué, a aussi un cycle de vie, c'est-à-dire que régulièrement, donc là, le label étant relativement neuf, cette année, l'année 2022 va redémarrer, on va justement regarder les évolutions des entreprises labellisées. Juste pour votre information aussi, très rapidement, aujourd'hui, il y a à peu près 150 entreprises qui sont labellisées. Il y en a à peu près une quarantaine qui sont des legal tech. Le reste sont des sous-traitants. Donc ça donne aussi, pour la vision complète, une image un petit peu et de la présence de legal tech dans l'écosystème labellisé éthique du notariat. Merci. Julien Le Tourneux, justement, vous avez hésité à lancer Foxnote dans la démarche. Pourquoi ? Bonjour à tous. Alors tout d'abord, très rapidement, Foxnote a été créé en 2016 par des notaires, principalement donc pour le notariat. Nous sommes le spécialiste de la relation client pendant la phase d'avant acte de constitution donc de ces actes. Et nous proposons aux notaires et à leurs clients d'échanger sur une plateforme complètement sécurisée. C'est très important de le dire, digitalisée, plutôt que d'utiliser ces fameux emails aujourd'hui qui sont des vrais passoires. Je continue de prêcher pour constamment, donc d'échanger toutes les données nécessaires à la constitution des actes, donc le RIB, la CNI, un ERP, que sais-je, et toutes les informations liées par exemple à une vente ou au patrimoine d'un défunt. Alors effectivement, comme le disait et le présentait très justement Christian, c'est un guide de bonne pratique. Il y a à peu près, je crois, 178, tu pourras me dire si c'est bien le cas, points, qui ressemblent, je viens du monde bancaire, à un agrément de type bancaire. Donc, c'est une démarche conséquente pour une structure comme la nôtre. Nous sommes une quinzaine qui nécessite beaucoup de temps,
plusieurs mois, des ressources spécialisées, expertes, et face à un besoin ponctuel de formalisation, puisque c'est ça qui est très important, la formalisation, et puis dans le temps, comme l'expliquait aussi Christian. Donc, nous avons dû faire un choix, effectivement, entre y consacrer beaucoup de temps et puis développer notre business. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure justement aussi Gaël. C'est un peu l'enjeu majeur des startups et des legal tech, c'est de croître très vite. D'autant plus que, et pourquoi on a hésité, c'est que bon, j'avais pas trop de doutes sur notre conformité, notamment sur les points clés qui sont la sécurité informatique et puis la donnée, la protection et la confidentialité des données, qui sont pour moi les deux éléments les plus importants, ayant été créés par des informaticiens et étant moi-même issu du monde bancaire, où la conformité, comme vous le savez, est un prérequis qui est absolument nécessaire pour pouvoir exercer, même à titre personnel. Enfin, on avait été pré-audité il y a à peu près 2 ans, et puis nous avions vérifié que nous étions bien conformes sur la plupart de ces points. Donc, on a reporté, mais nous sommes en phase de nous y remettre après une année riche en événements pour nous. Donc la démarche est lancée. Tout à fait. De votre côté, Monsieur Giraud, votre solution NaughtyPlus, elle est déjà labellisée. Quel bénéfice y voyez-vous dans un marché essentiellement B2B, comme nous l'ont rappelé Géraldine et Gaël? Bonjour à tous, donc je suis Cyril Giraud, comme vous l'avez dit, président cofondateur donc de NaughtyPlus. Alors, nous, NaughtyPlus, on intervient exclusivement sur la transaction immobilière, juste pour donner un petit peu de contexte. Notre solution est une proposition qui a vocation à fédérer tous les acteurs de la transaction immobilière autour du projet du client. Donc c'est un outil qui est développé pour le notariat à la base, puisque le notaire est le point de convergence de toutes les transactions immobilières. Donc évidemment, il faut que ce soit un outil qui lui soit utile à lui avant tout, mais pour que ça soit utile pour lui, il faut que le client y trouve son compte, son intérêt et envie de s'en servir pour alimenter la machine en quelque sorte et faire gagner du temps au notaire et au notariat plus généralement. Donc ça, c'est pour vous donner un petit contexte sur ce qu'est NaughtyPlus. Alors maintenant, nous, on s'est lancé dans la démarche de labellisation dès lors qu'on s'est rendu compte que c'était possible de le faire. Nous avons été labellisés en 2020. On a été réaudité par Bureau Veritas au mois de septembre de cette année, donc on en est à la deuxième étape sur 3. Je noterai qu'on a été réaudité et que nous n'avons aucune non-conformité. Donc il faut savoir qu'il y a un référentiel, donc effectivement de 172-178 points qui sont assez rigoureux. Et que chaque année, cette labellisation, justement, a vocation à revérifier ce qui s'est passé, ce qui avait été audité l'année précédente, et voir quelle a été la progression dans justement cette démarche qualité, cette démarche de sécurisation des données, sécurisation physique, cybersécurité, etc. etc. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose auquel on a attaché énormément d'importance, et je pense que ça a effectivement une utilité double. Je pense que c'est très important d'abord pour la structure en elle-même. Une legal tech, effectivement, a besoin d'aller vite, elle a besoin de croître vite, mais on est en train de traiter énormément de données personnelles des clients du notariat, et je pense que la rigueur qu'impose un référentiel comme celui qui a été défini par le CSN est un vrai gage de sécurité pour cette accélération dans le bon sens, dans le fait de mettre en place les bons processus, de protéger les données, d'avoir une démarche qui soit vraiment conforme aux attentes réelles du notariat. Deuxième aspect, c'est l'intérêt effectivement pour le notariat. Je pense que ça aide énormément le notaire qui est chef d'entreprise, en fin de compte, qui est juriste avant tout, à mieux faire le tri. On a parlé tout à l'heure du nombre de legal tech qui explose, à mieux faire le tri et identifier les entreprises qui ont cette démarche de vouloir être le plus conforme possible aux attentes de la profession, de vouloir proposer des services de qualité et d'être prêt à avoir un certain degré de transparence avec les instances représentatives pour montrer que dans les coulisses,
c'est conforme à ce qu'on affiche publiquement. Donc je pense que ça a ce double intérêt et j'invite fortement Foxnote à réaliser l'exercice parce que voilà, c'est quelque chose de très utile pour la structure et pour la profession. Donc une expérience que vous retenteriez. Maintenant qu'on est lancé, on n'a aucune raison de s'arrêter. Et d'ailleurs, même en interne, il faut savoir que chez nous, on a la chance d'avoir une équipe d'une grande qualité. On a des anciens LexisNexis qui ont déjà eu des exercices comme celui-ci et qui sont très contents de retrouver cette même dynamique dans une start-up. Alors effectivement, Julien a soulevé un point important qui est que c'est pas une opération neutre pour une start-up. C'est un investissement financier, en ressources humaines, ça mobilise un certain nombre de personnes et effectivement, il y a énormément de documentation à réaliser, mais c'est un peu c'est le guide de référence de gestion et de gouvernance interne de la société en même temps, qui est constitué à travers ce label. Parce qu'on va avoir des procédures de sécurisation des postes, des procédures de sécurisation des données. Vous savez qu'on a une grande société d'hébergement française qui a eu quand même un souci important, où pas mal de données ont disparu. Donc, typiquement, si on applique le référentiel du CSN, on peut faire face à ce genre d'événement et remettre de façon opérationnelle une application en ligne après un cataclysme comme celui qu'on a connu, enfin, qu'a connu OVH en l'occurrence, on l'a cité, très rapidement. C'est pas sûr qu'une legal tech qui développe son produit très rapidement pour offrir du service, mais qui ne fait pas ce travail de fond, en cas de pépin, soit capable de remettre le service de façon opérationnelle le plus rapidement possible pour ses clients notaires. Et quand on sait que nos clients sont les notaires, mais que ce sont leurs clients qui utilisent nos outils, c'est très important, c'est la vitrine du notaire, que ce service soit fiable, disponible et toujours opérationnel. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose de très positif et qu'il faut inciter le plus possible les legal tech à se prêter à ce jeu-là, en tout cas dans le notariat. Alexandre, la Banque des Territoires a l'ambition d'être l'animateur d'un écosystème et d'accompagner les professions juridiques dans leur digitalisation. Comment vous percevez ce type de démarche ? Alors, de manière très positive, j'allais dire, on parle beaucoup de digital. Nous, Banque des Territoires, on est avant tout humain et digital et le Hub des Territoires est vraiment là pour ça. On l'a dit en début de séquence, mais aussi à la Banque des Territoires, on est banquier du service public de la justice depuis 1890. Des banquiers du notariat et à cette époque-là, même les éditeurs sur la place, ils n'existaient pas. Donc en fait, l'enjeu, c'est de parler d'une pérennité qui se réinvente au fil des innovations, au fil du monde et de la structure qui évolue et de la technologie aussi également. Et donc l'enjeu, c'est comment accueillir tout cet écosystème, comment accueillir tous ces acteurs, comment les connecter. Et en tant que banquier, vous savez, autour de la table du banquier, on connecte ceux qui ont des besoins et ceux qui déposent des choses. Et nous, c'est ce qu'on veut faire aussi là, c'est animer cet écosystème, c'est aussi rencontrer les instances, les acteurs installés, ces officiers publics ministériels, il ne faut pas l'oublier, c'est un métier réglementé. Et donc, c'est le gage de confiance, il faut qu'elle se pérennise aussi, elle se porte aussi avec la technologie qu'apporte les legal tech. Et l'enjeu, c'est plutôt, on a parlé un peu de disruption tout à l'heure ou de ces éléments-là. En fait, moi, je crois moins à la disruption qu'à un monde plus autour de l'open. Moi aussi, je viens du monde bancaire et cette notion d'open banking, d'open service, enfin public de la justice, il doit exister aussi. Et donc, ce qu'on fait ce matin et ce qu'on fait aussi plus globalement aussi à la Banque des Territoires maintenant depuis 2 ans avec un observatoire et des pages qui permettent finalement sur notre plateforme banquedetterritoires.fr de mieux connaître cet écosystème, mieux le découvrir à la fois pour le plus grand public, mais aussi pour les notaires qui viennent sur notre site pour gérer leurs comptes, suivre leurs opérations. Ça nous paraît essentiel parce que c'est un gage d'ouverture, parce que c'est un gage aussi de pérennité dans le futur. Et donc, dans ce cadre-là, la labellisation, nous, on y croit aussi énormément parce que c'est un gage d'assurance, c'est un gage de confiance. Sur ces métiers-là du droit, la notion de confiance, elle est essentielle. Et donc, en fait, on croit beaucoup à ces éléments-là qui permettent finalement de mieux travailler les logiques toutes bêtes de service qu'on apporte à la fois à nos clients notaires et puis in fine aux citoyens. Cet enjeu-là, il faut qu'on garde cette chaîne de valeur de la confiance et le fait de faire exister ces écosystèmes, de mieux les connecter, de mieux aussi éclairer ce qu'ils apportent
concrètement, moi je crois beaucoup aussi, au-delà du mapping de ce qu'on peut faire sur les legal tech, de travailler finalement sur les services qu'ils apportent et la fiabilisation finalement de ce monde du service public de la justice. C'est essentiel effectivement qu'on soit impliqué au cœur de ces transformations et au cœur de cette évolution du service qu'on amène à nos citoyens. Alors, nous avons pour vous, messieurs, quelques questions du chat. Une première question, ça a été évoqué, la démarche de labellisation prend du temps. Est-ce vous avez un peu en termes de durée, est-ce que vous avez quelques informations à nous communiquer sur le temps que ça prend en moyenne pour être labellisé éthique? Oui. C'est bon. Oui, entre l'initialisation de la démarche et si les dossiers, vous avez bien compris que dans cette démarche de labellisation, en fait, on essaye de faire grandir la legal tech par, je dirais, une sorte de structuration. Donc, si le dossier est bien préparé entre le moment où la candidature est déposée et l'audit est réalisé, je dirais entre 4 et 6 mois à peu près. 6 mois, c'est s'il y a des congés au milieu entre l'auditeur et la structure, mais voilà. Généralement, au-delà de 6 mois, les gens qui ont démarré des démarches, ils ne continuent pas. Donc voilà, c'est à peu près la durée, sachant que l'audit dure 2 jours, 3 jours, de manière concrète. Hein. Oui, le premier audit dure 2 jours sur site. C'est ça. Nous, en l'occurrence, on a eu 2 personnes de chez Bureau Veritas qui ont audité les appareils, qui ont interviewé l'équipe. Donc, il y a eu toute une démarche comme ça. Et puis, pour les 2 années suivantes, puisque c'est un cycle de 3 ans, les 2 années suivantes se font sur pièce et en visio. Et donc, on transmet notre documentation, on transmet les informations qu'on doit transmettre dans le cadre du référentiel de l'audit. Et puis ensuite, il y a une journée qui est consacrée à être interrogé sur les différents points qui ont été documentés pour voir si la réalité au sein de l'entreprise est bien celle qui est décrite dans la documentation du label. Et pour finir, donc, le cycle, je dirais, d'attribution, puisque ce label est délivré par le Conseil supérieur du notariat, donc le rapport de l'auditeur est renvoyé au CSN et il y a une sorte de validation ensuite, au vu du rapport, par le Conseil supérieur du notariat, qui attribue la labellisation à la start-up, en l'occurrence. Voilà, vous avez donc compris, c'est un délai dans lequel, effectivement, il y a un certain nombre d'heures / de jours qui sont consacrés à ce processus. Une seconde question sur le cycle de vie. Enfin, une fois que la legal tech est labellisée, on l'a vu dans la première partie, effectivement, les legal tech évoluent dans le temps, leur structure capitalistique peut aussi évoluer, et nouveaux investisseurs qui peuvent arriver ou entrer à son capital. Est-ce que ces éléments sont de nature à entraîner une revue de l'entreprise par rapport à sa labellisation? Vous l'avez vu tout à l'heure, et l'exemple de monsieur est caractéristique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un cycle de vie au niveau de la labellisation. Alors, il y a déjà les 3 premières étapes qui peuvent effectivement remonter un changement capitalistique, un changement d'actionnaire aussi sur ce genre de choses. Et l'intention du Conseil supérieur du notariat est que ce label vive. Donc, par rapport à ce label, il y aura aussi une démarche volontariste de la part du Conseil supérieur du notariat de se renseigner au moins une fois par an sur comment va la société, qu'est-ce qui s'est passé, et au mieux aussi, je dirais, faire une session de table ronde pour justement regarder les problèmes rencontrés et les évolutions. Une autre question, peut-être plus pour Cyril ou Julien. Comment vous voyez la suite? Enfin, on voit bien la digitalisation touche beaucoup de pans d'activité aujourd'hui, et notamment les notaires sont aussi concernés. Quelles sont selon vous les prochaines étapes de la digitalisation de leur activité? Du notariat spécifiquement? Oui. Tu peux y aller? Oui, je t'en prie. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps. Donc, les prochaines étapes aujourd'hui de la digitalisation, elles sont en partie liées
à cette labellisation, encore une fois, à laquelle je crois et sur laquelle on est déjà, je disais, conforme. Moi, je dirais que la prochaine étape, c'est l'enjeu de souveraineté numérique. C'est-à-dire que c'est bien des outils digitalisés, c'est fondamental pour accélérer, pour proposer des services aux clients de nos propres clients, mais il faut que ce soit fait dans un cadre sécurité maximale, mais aussi en respectant un certain nombre de règles. Et là, on touche à un point qui est fondamental pour nous, créé par des notaires, avec à notre capital la Caisse des dépôts et consignations, c'est la souveraineté de ces informations, c'est-à-dire qu'elles restent dans un giron franco-français, européen, comme on le veut, mais aujourd'hui, la guerre, elle se fait aussi sur la donnée. Les notaires ont accès ou gèrent le patrimoine des Français, et il faut que ce patrimoine reste chez nous. Donc, c'est la digitalisation, certes, mais pas à n'importe quel prix, et en protégeant la donnée de nos clients. Voilà. Je rejoins Julien sur la question de la souveraineté. Évidemment, il faut que les données soient protégées, qu'on sache par où elles transitent, etc. Là où je me détacherai un petit peu, c'est je pense que d'abord, je pense que la labellisation permet d'assurer ce degré de confiance sur ce qui est fait des données, que l'entreprise soit issue du notariat ou pas. Parce que la réalité, c'est qu'il y a énormément de startups qui vont être à l'initiative de gens qui ne sont absolument pas notaires, mais qui ont les compétences techniques pour offrir un service qui va correspondre à la profession. Donc je pense que ça, c'est un premier point qui est important. Et ensuite, je pense que la vraie question de fond pour le notariat, c'est quelle doit être la part de l'exercice de la profession qui doit s'appuyer sur l'informatique versus celle qui doit rester entre les mains du notaire, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, le conseil juridique, l'analyse spécifique des besoins d'un client par rapport à sa situation personnelle, etc. Et c'est ce choix-là qui est encore, je pense, en train de mûrir dans l'esprit des professions juridiques en règle générale, c'est voilà, quelle est la part de mon processus de gestion de mes dossiers, de mes actes, etc., pour laquelle je peux m'appuyer sur l'outil numérique en toute confiance. Et donc, pour contribuer à cette confiance, eh bien, justement, on reboucle sur le label. Je pense que c'est une très bonne démarche dans le bon sens pour aider le juriste à faire ce choix-là et à savoir justement eh bien, comment répartir son temps et ses efforts en s'appuyant sur des outils numériques de qualité. Alexandre, une dernière question sur les travaux engagés par la Banque des Territoires et notamment depuis un peu plus d'1 an et demi et ce nouvel espace qui a été lancé en janvier 2021. Comment les instances professionnelles perçoivent ce positionnement de la Banque des Territoires au cœur de l'écosystème de la Legal Tech? Alors, comme une continuation tout à fait naturelle du rôle et du dialogue qu'on a avec elle. Je le disais tout à l'heure, la pérennité de ce service public de la justice, pour nous, il faut qu'on fasse rentrer la modernisation, la digitalisation au cœur de ce dialogue. Et donc, c'est ce qu'on veut faire, c'est donner accès, tout simplement, à cette information, mieux faire comprendre, ça nous paraît essentiel, et ensuite, le mieux du monde connecté quand c'est nécessaire entre ces acteurs et les instances. Et donc, nous, c'est notre job intrinsèque, quand on est animateur de cet écosystème, quand on est banquier du service public de la justice, d'aller regarder ces marges-là, qui sont de moins en moins des marges, qui sont plus en plus au cœur du métier de ce que font les officiers publics ministériels. Et c'est cette base de dialogue qu'on a avec les instances qui, je crois, est très fructueux et qui nous permet, par exemple, ce matin, d'être là. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Merci à vous. Vous pourrez retrouver le baromètre et un replay de cet événement sur notre site banquedesterritoires.fr.
Je vais clore maintenant ce premier événement à destination des professions juridiques et j'espère vous retrouver l'an prochain pour de nouveaux événements au Hub. Bonne journée à tous.